Bonjour, mon nom est Robert Pilon et j'aimerais vous présenter la position de la Fédération des locataires de HLM du Québec sur l'enjeu de la rénovation de nos HLM. Donc, si on commençait par un état de la situation, vous avez ici des chiffres colligés par la Société d'habitation du Québec sur l'état du parc HLM au 1er octobre 2023. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est que quand on regarde l'état des logements, selon les indices de vétusté du gouvernement. Donc, A, c'est très bien, B, c'est bien, C, c'est potable, D, c'est mauvais état et E, c'est très mauvais état. Donc, quand on regarde pour l'ensemble de la province, on constate qu'il y a 15 000 logements qui sont en mauvais état, plus 13 000 logements qui sont en très mauvais état. Ça représente environ 29 000 logements et c'est 44 du parc HLM qui est donc en mauvais ou en très mauvais état. Si on veut être positif, on peut dire que 56 du parc est en état potable ou en bon état, mais il y en demeure pas moins que 44 des locataires qui habitent dans des logements qui sont en mauvais ou en très mauvais état. C'est beaucoup trop. Si on voulait regarder plus dans le détail, vous avez chaque région du Québec et vous allez vous rendre compte que si vous regardez à la droite, les pourcentages qui sont en rouge, bien, c'est les régions où il y a le plus de logements mauvais état. Donc, c'est Montréal avec 78 de son parc qui est en très mauvais état, malheureusement, suivi de Lanaudière avec 67 Laval à 53 vous avez l'Outaouais à 48 l'Estrie à 45 et Gaspésie-les-Îles à 40 de logements en mauvais état. Donc, c'est clair que dans ces régions-là, il y a un gros travail à faire pour rénover nos immeubles. Par contre, à l'inverse, il y a des régions où ça va très bien. Le centre du Québec, où il y a à peine, il y a moins de 5 du parc qui est en mauvais état. L'Abitibi, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a des endroits où ça va très bien. Il y a des endroits où ça va assez mal. Quand on regarde la performance de la Société d'habitation du Québec, la Société d'habitation du Québec avait adopté en 2021 un plan stratégique sur 5 ans. Qu'est-ce que la SHQ voulait atteindre comme résultat au cours de ces 5 années-là? Et au niveau de la rénovation des HLM, la Société d'habitation du Québec évaluait que l'ensemble du parc HLM là, était dans un état à 75 dans un bon état. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à cet indice-là de 75 je suis un peu critique, mais peu importe. Donc, au départ, il évaluait que le parc était à 75 en bon état et l'objectif de la société, qui n'était pas un objectif très ambitieux, c'était d'augmenter de 1 par année l'état général du parc. Donc, passer de 75 à 76 77, 78, 79 et 80 Donc, augmenter de 1 par année. Quand on regarde les résultats obtenus par la Société d'habitation du Québec, on se rend compte qu'au lieu de s'améliorer de 1 le parc s'est détérioré. Et finalement, ce que la société a réussi à faire, c'est non pas d'augmenter de 1 par année l'état général du parc, mais la société a plutôt réussi à détériorer de 2 par année l'état du parc. Les talons de départ étaient à 75 En 2023, on était rendu à 68 Donc, la situation générale a reculé au lieu d'avancer. Pourquoi? Notre hypothèse à la Fédération, elle est toute simple. En 2020, la ministre de l'époque, Mme Laforêt, la ministre des Affaires municipales, a signé une entente avec le fédéral. Ça a pris 20 ans de négociations, mais enfin, un gouvernement au Québec a réussi à signer une entente avec le fédéral pour que le fédéral remette de l'argent dans le logement social. Le volet 2 de cette entente-là prévoit que le fédéral et le provincial ensemble vont investir 2,2 milliards dans la rénovation du parc. Et ça, c'était échelonné sur 10 ans. De 2018 à 2028, les deux paliers de gouvernement devaient investir 2,2 milliards. Et nous, ce qu'on constate, et ça, ce n'est pas nos chiffres, c'est les chiffres de la Société d'habitation du Québec, on vous présente le tableau. Ce qu'on constate, c'est que les argents de 2019 à 2023, qui devaient être utilisés spécifiquement pour la rénovation des HLM, la Société d'habitation du Québec a préféré utiliser 252 millions pour financer, pas la rénovation des HLM,
mais plutôt pour financer d'autres initiatives de la société, notamment Axélogie Québec. Et finalement, il y a seulement 71 millions sont allés à la rénovation de certains HLM barricadés à Montréal. Donc, 71 millions sont allés à la rénovation des HLM et 252 millions ont plutôt servi à financer d'autres programmes du gouvernement. Et donc, les offices ont eu moins d'argent qu'ils auraient dû pour rénover le parc. Donc, au lieu de faire plus de rénovation et de progresser dans la rénovation, on a reculé. Et notre fédération est très critique, donc, à l'égard des décisions qui ont été prises par la ministre responsable de l'Éducation, Mme Duranceau. Mme Duranceau aurait dû utiliser l'argent de l'entente fédérale provinciale de façon urgente, puisqu'elle en disposait pour rénover les HLM, notamment à Montréal, ce qu'elle n'a pas fait. Par contre, on va être positif, regarder vers l'avant. Pour 2024, la ministre Duranceau a annoncé de très bonnes nouvelles. Enfin, on utilise de façon importante les fonds de l'entente fédérale provinciale au profit de la rénovation des HLM. Mieux vaut tard que jamais, ça aurait pu être fait bien avant, mais c'est fait maintenant. Alors, apprécions le moment. Si vous regardez, pour la rénovation des HLM en 2024, il y a 384 millions qui sont garantis dans le cadre des HLM qui sont toujours sous convention avec le fédéral. Ce qu'on appelle, habituellement, on appelait ça les enveloppes RAM, rénovation, amélioration majeure. Donc, les offices peuvent disposer d'une belle table de 380 millions pour les HLM qui sont toujours financés par le fédéral. Et pour les HLM qui ne sont plus financés par le fédéral, il y a un nouveau programme qui s'appelle le programme de rénovation des HLM, on va dire le PRHLM. Et dans cette enveloppe-là, il y a également 306 millions. Donc, 384 plus 306, il y a près de 700 millions qui sont disponibles en 2024 pour faire des rénovations dans nos HLM. Si on compare avec 2022, par exemple, en 2022, il y avait à peine 300 millions. Donc, on passe de 300 millions à 700 millions. Le budget double pour la rénovation des HLM. C'est historique, ces sommes-là. C'est formidable. Maintenant, il faut s'assurer qu'elles soient utilisées et bien utilisées. Pour nous, un défi important, c'est que, vous savez, le financement des HLM, les municipalités doivent contribuer à raison de 10 Donc, autant dans le cas du RAM, on était habitué à ce que les villes contribuent un 10 Dans le PRHLM également, les villes doivent contribuer un 10 Donc, quand il y avait un budget de 300 millions, collectivement, les villes devaient sortir de leur poche 30 millions. Là, maintenant qu'il y a 700 millions, c'est 70 millions que les villes doivent sortir de leur poche. 2 fois plus d'argent. Et ça, c'est un défi. Il y a des villes qui sont enthousiastes à rénover les HLM et qui en ont les moyens et qui vont verser sans problème la contribution de 10 Par contre, on se rend compte qu'il y a d'autres villes au Québec où, oups, un instant, il y a des villes qui ne veulent pas verser ces sommes-là et ces villes-là exercent des pressions sur les conseils d'administration d'office, sur les directions d'office pour qu'ils réduisent les dépenses, qu'ils réduisent les travaux, donc qu'ils en fassent moins, qu'ils fassent moins de rénovation. Et ça, c'est très préoccupant parce que cet argent-là ne reviendra pas. Hein. Ou on rénove parfaitement nos HLM avec pour les 50, 60 prochaines années, mais si on fait ça en moitié, c'est les locataires qui vont payer le prix actuellement, et dans 10, 20, 30 ans, si on ne fait pas les rénovations comme il faut, on va être encore à la recherche de logement. Donc, pour les locataires, c'est un enjeu important. Ce que nous, on dit comme fédération aux locataires, c'est que vous soyez dans une association, que vous soyez dans un SCCR, c'est important que vous invitiez vos maires, vos conseillers municipaux à venir dans vos HLM, constater de visu là, les réparations qui sont à faire pour essayer de les convaincre finalement de la nécessité de ne pas mettre sur le pied sur le break quand ça se discute au conseil d'administration de l'Office, mais au contraire, d'être de ceux et de celles qui poussent pour qu'on fasse le maximum de rénovations possible. Donc, il y a un travail de lobby à faire. Si on veut que les rénovations qui vont être faites, ce soient les bonnes rénovations, c'est sûr que les directions d'office ont tout un bilan de santé des immeubles. Ils savent dans quel état ils sont, quelles composantes doivent être remplacées selon quel échéancier. Ce qu'ils ne savent pas, par contre, c'est tout ce qu'on peut appeler les améliorations locatives.
Les immeubles qui ont été bâtis il y a 50 ans, 40 ans, versus les besoins des locataires aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Les locataires ont des besoins de tout ordre, et c'est important d'en faire part à l'administration de l'Office, au directeur, à la directrice, au conseil d'administration, pour que l'administration de l'Office inclue dans le demande de financement pour des rénovations, qui inclut ces travaux-là. Et donc, c'est important d'être consulté, de dire notre mot pour que l'administration tienne compte de nos besoins. Et là, je vous présente des exemples de consultations qui ont eu lieu à travers le Québec. Il y a beaucoup d'offices qui consultent le locataire, mais nous, là, comme locataire, il faut qu'on soit proactifs là-dedans. Je donne des exemples de besoins. Les besoins peuvent être différents d'un endroit à l'autre, mais quand on fait des rénovations, c'est le temps d'adapter nos immeubles aux besoins des personnes âgées. Des portes électriques, des rampes, de mettre des salles de lavage au deuxième étage quand il n'y en a pas, puis que les personnes âgées étaient obligées de descendre continuellement en bas. Puis les gens sont de moins en moins mobiles dans des immeubles où il n'y a pas d'escalier. Ben, pourquoi ne pas demander une salle de lavage au deuxième si c'est possible? D'avoir des remises pour les quadriporteurs. Vous voyez, c'est des aménagements qu'on peut demander. Dans le cas des familles, d'avoir plus d'espace de rangement, d'avoir des cabanas, d'avoir des modules de jeu, d'agrandir le stationnement, d'avoir une salle communautaire. Donc, d'avoir des balcons. Quand on a construit des boîtes carrées, là, des poulaillers, des cages à poules, il n'y avait pas de balcon. Est-ce qu'on peut obtenir des balcons? C'est possible à certains endroits. Du côté qu'on est au soleil, est-ce qu'il y a moyen, puis qu'on cuit, est-ce qu'il y a moyen de mettre des persiennes, mettre de l'ombre? Dans des immeubles familles où les salles de lavage sont seulement communautaires, et pourtant on a des grands logements, des fois des 5, des 6,5. Est-ce qu'il y aurait moyen d'installer à certains endroits des aménagements laveuses, sécheuses? Bref, il y a toutes sortes de possibilités. C'est pas moi qui vais inventer les besoins des gens. Ce qu'on vous dit, c'est que vous devriez faire la tournée de vos immeubles, demander aux locataires de chaque immeuble quelle amélioration ils souhaiteraient pour leur immeuble, et c'est de ça dont vous devriez faire part à l'Office. Vous devriez vous asseoir avec la direction de l'Office et dire, voici ce que nos locataires souhaiteraient avoir comme amélioration. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez l'inclure dans vos demandes à la société? Parce que c'est sûr qu'un office qui demande des millions à Québec, ils doivent justifier chacun la pertinence de chacun des travaux. Donc, c'est à nous de donner des bons arguments de vente à notre office pour que l'office puisse demander ces sommes-là au gouvernement du Québec. Au Québec, il y a des lois, notamment quand un propriétaire privé ou un office décide de faire des travaux majeurs dans son habitation, le Code civil protège les locataires et on a des droits. Les offices doivent en tenir compte. Je ne rentrerai pas nécessairement dans tous les détails, mais par exemple, il y a des avis à donner aux locataires. Si on fait des travaux et que le locataire va demeurer dans son logement, l'avis est plus court. Si on doit relocaliser le locataire dans un autre logement pendant la durée des travaux, les avis doivent être faits de façon beaucoup plus longue. Donc, on parle d'avis de 3 mois dans ce cas-là. Et c'est normal si on doit changer de quartier, changer les enfants d'école. Donc, mais c'est important de s'assurer que les locataires sont avisés suffisamment longtemps avant les travaux. C'est une première chose. L'autre, c'est les locataires ont le droit de savoir ça va être quoi les travaux, la nature des travaux, leur durée, pour savoir finalement le trouble que ça va leur entraîner. Allez-vous nous couper l'eau chaude? Allez-vous nous couper l'électricité? Est-ce que je vais être capable de me faire à manger? Est-ce qu'on va être capable de laver les enfants? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de poussière? Donc, l'Office doit consulter les locataires, leur donner les avis qu'il faut pour les prévenir, leur dire c'est quoi la nature des travaux et discuter avec les locataires de quelles mesures on va prendre que ce soit vivable pendant les travaux. C'est tout ce qu'on appelle finalement des mesures d'atténuation. À quelle heure les travaux vont commencer, à quelle heure ils vont finir. Si on est obligé de fermer les salles de lavage, comment on va faire notre lavage? Si on n'a plus accès à la cour, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Si l'ascenseur est bloqué, comment on va se faire livrer nos choses? Vous voyez, donc, c'est important que l'Office discute avec les locataires pour s'entendre. S'entendre sur les travaux qui vont être faits et les mesures qu'on va prendre pour que ce soit vivable pour les locataires. Et ça demande une collaboration de part et d'autre. On veut les travaux, mais il faut que ce soit fait dans des conditions acceptables. Et ça va nécessiter ces échanges-là. Ça va amener l'Office à bien, ou les contracteurs ou les sous-contractants,
ça va les forcer à bien planifier le calendrier des travaux. Bien planifier là, toute la chorégraphie entre les différents corps de métier là, pour pas qu'on se retrouve dans une situation, par exemple, où des travaux qui devaient durer une semaine, ben ça dure 3 semaines, puis on n'a pas de balcon, puis on a une feuille de plywood dans notre porte-patio pendant 3 semaines ou 3 mois. Donc, c'est important de discuter de ces choses-là, de les négocier pour que les travaux soient pensés en conséquence. Ça, c'est. Il va se faire beaucoup de travaux hein, pour 700 millions. Donc, le nerf de la guerre, c'est cette discussion-là entre l'Office et ses locataires sur comment vont se dérouler les travaux. Il faut aussi savoir que si cette négociation-là ne se passe pas bien, que comme locataire, on se dit, oups, minute, ça n'aura pas d'allure, là, la façon dont les travaux vont se faire pour moi, pour ma famille, on a le droit, comme locataire, de refuser les travaux. Et à ce moment-là, ça forcerait l'Office à devoir aller devant le tribunal administratif du logement, présenter son plan de travaux, présenter ses mesures d'atténuation, et c'est le juge qui déciderait là, de est-ce que c'est raisonnable ou pas. Donc, on a un pouvoir de négociation comme locataire là, pour s'assurer que ce que l'Office va nous offrir, ça a de l'allure. Dernier élément, le Code civil aussi prévoit que si les travaux dérangent de façon importante les locataires, on a le droit d'obtenir une indemnité. On a le droit d'obtenir une réduction de loyer pour les mois, les semaines ou les mois où on aurait vraiment subi là, un préjudice important. Et ça, il faut le savoir. Et c'est un peu comme la contrepartie aux mesures d'atténuation. Si l'Office planifie comme faut les travaux, prévoit beaucoup de mesures d'atténuation, puis qu'on n'a pas beaucoup de troubles, il n'y en aura pas d'indemnité. Mais si l'Office prévoit mal les travaux, qu'il n'y a pas beaucoup de mesures d'atténuation, qu'on est très dérangé, ben oui, on va être en droit de demander des indemnités, même si c'est pas notre but n'est pas celui-là. Notre but, c'est que les travaux puissent se faire, main dans la main avec l'Office, qu'on soit dérangé le moins possible, puis qu'après ça, on puisse profiter pour les prochaines années de bons logements et de bons immeubles. Il existe là, même un formulaire au tribunal administratif du logement qui s'appelle Avis de réparation et d'amélioration majeure. C'est ça le document dont l'Office devrait se servir pour informer les locataires, prendre entente avec eux. Des mesures d'atténuation, je vous donne des exemples. Contrôler les heures de début et de fin de travaux chaque jour, concentrer le travail sur 2 ou 3 jours dans un logement en planifiant les différents corps de métier, rénover en tiroir en gardant un logement vide dans l'immeuble où on peut déplacer temporairement le locataire pour qu'il ne soit pas trop dérangé, offrir des climatiseurs portatifs si on doit barricader les fenêtres ou retirer les balcons, limiter les coupures d'eau et d'électricité puis bien annoncer ça d'avance. En cas de fermeture des salles de lavage, bien, fournir un service de nettoyeur. En cas de fermeture d'ascenseur, fournir un service de livraison. Donc, vous voyez, il y a des offices qui ont prévu, qui planifient différentes mesures d'atténuation pour que les travaux puissent se faire dans des bonnes conditions. Des exemples de dédommagement. À Lévis, les locataires ont obtenu entre 70 et 270 de réduction de loyer pour avoir été privés de balcon et de porte-patio pendant des mois. Même chose à Longueuil. À Saint-Césaire, les locataires ont bénéficié de 2 mois de loyer gratuit pour 4 mois où il y a eu des travaux très bruyants dans les immeubles, puis malheureusement, ça ne pouvait pas faire autrement qu'être bruyant. Donc, c'est possible d'obtenir des dédommagements, même si ce n'est pas ça le but recherché. Je conclue en vous disant, comme CCR, comme association, il faut être proactif, il faut prendre les devants, il faut s'asseoir avec l'Office et leur dire, voici les besoins de nos locataires, voici les travaux qu'on aimerait avoir. Est-ce que la direction, est-ce que le conseil d'administration, vous acceptez de les inclure dans vos demandes à la SHQ? Ça, c'est un gros travail de lobby qu'il faut faire. Inviter les conseillers municipaux, les maires à venir se rendre compte par eux-mêmes de comment nos besoins sont justifiés. Ça aussi, ça aide à ce que la ville accepte les travaux qu'on souhaite et contribue à raison de 10 Une fois on est chanceux, on a l'argent de la SHQ, on fait partie du 700 millions pour cette année ou du 700 millions pour l'an prochain. Lorsque l'Office compte entreprendre des travaux dans notre immeuble, là, c'est le temps de s'assurer qu'il va y avoir une consultation des locataires de l'immeuble pour faire ce qu'on vient de se dire. C'est le temps de voir aussi si l'Office va présenter aux locataires une entente claire sur la nature des travaux, le calendrier, les mesures d'atténuation pour protéger les locataires et aux besoins sur les dédommagements pour les inconvénients encourus. Dans vos démarches, vous pouvez compter sur la Fédération pour vous aider. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide,
de support dans une ou l'autre de ces démarches-là, vous pouvez compter sur notre fédération. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Alors, on compte sur vous. Vous savez, il y a un travail local à faire, là. Il y a des grands paramètres qui ont été décidés provincialement, mais là, ça va se jouer localement. C'est à vous de vous assurer, avec l'administration de votre office, que les bons travaux vont se faire et surtout qu'ils vont se réaliser dans l'intérêt des locataires, mais également dans des bonnes conditions qui vont respecter les locataires. Alors, merci beaucoup et bon travail à tous.